Ok, bonjour à tous. C'est pour moi un grand plaisir de commencer ce cours qui va être intitulé Matériaux pour la conversion et stockage d'énergie avancée challenge. Ce sera le premier cours de la série dédiée à la thématique de l'atome aux matériaux pour l'énergie via la chimie du solide. Alors ce cours aura un but d'introduction. Il va vous montrer un peu le problème des matériaux dans tous ses aspects, c'est-à-dire au niveau des synthèses, mais au niveau de l'abondance, et cela sera vous détaillé dans un séminaire qui suivra, et tout cela de façon à vous sensibiliser sur les problèmes qu'on va rencontrer, que ce soit les matériaux dans toutes les thématiques. Alors ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous donner un aperçu des différents secteurs, des différentes technologies de conversion et stockage de l'énergie, et voir quels sont les matériaux qui vont être imbriqués dans chacun d'entre eux. Alors je vais tout d'abord commencer par rappeler le concept de l'énergie. En effet, l'énergie par elle-même n'est pas tellement facile à définir, et le plus souvent, on préfère directement la définir par les formes qu'elle peut revêtir. Et en effet, dans ce cas, vous avez l'énergie nucléaire, comme indiqué ici, vous avez l'énergie électromagnétique, qui est la radiation par la lumière, l'énergie électrique, l'énergie cinétique, qui est associée au mouvement, et l'énergie chimique. Et bien sûr, d'après le premier postulat de la thermodynamique, eh bien, dans ce cas, l'énergie ne se crée pas et ne se détruit pas. D'où par conséquent, on la conserve. Si on la conserve, ça veut dire qu'il va falloir la transformer. D'où par conséquent, on va avoir beaucoup de réactions de transformation ou de conversion. On va par exemple convertir de l'énergie chimique en énergie électrique, c'est-à-dire qu'en ce cas, on va prendre la liaison chimique et les électrons. On va pouvoir directement convertir de l'énergie chimique en chaleur, c'est ce qu'on appelle la combustion. On va briser des liaisons. On va pouvoir maintenant convertir de l'énergie mécanique en énergie électrique, c'est-à-dire l'énergie cinétique, et ainsi de suite. Et dans tout cela, bien sûr, là vous allez voir, eh bien, malheureusement, toutes ces conversions ne sont pas 100% effectives. En effet, vous savez tous que la transformation par la chaleur, eh bien, elle est liée au principe de Carnot et on ne peut pas dépasser le 30%. Par contre, dans le cas de l'énergie chimique, avec les batteries, on va pouvoir aller jusqu'à 90-95%. Alors, dès qu'on parle d'énergie, eh bien, un problème qui va se poser constamment est la perte d'énergie. Et en effet, je crois que c'est l'exemple le plus flagrant. Ici, vous regardez tout simplement l'énergie que vous utilisez lorsque vous passez votre soirée à lire. Eh bien, pour les 100 joules d'énergie primaire, on en perd déjà 62 joules lorsqu'on va transformer, et ensuite, eh bien, on va en perdre lors du transport, et ainsi de suite. Finalement, sur ces 100 joules, vous n'avez utilisé réellement que 2 pour faire cet effort de lire. Vous voyez, il va y avoir ce problème de l'énergie et comment faire en sorte de ne pas la gaspiller. Alors ensuite, eh bien, ce qu'on va voir, c'est que les énergies aujourd'hui, vous savez quel est le contexte. Le contexte, eh bien, on est en train de vivre une transition énergétique dans laquelle eh bien, on est en train de quitter les énergies fossiles, bon, pas si vite que ça, mais pour aller aux énergies renouvelables. Et ces énergies renouvelables eh bien, sont celles du soleil, du vent, et ainsi de suite. Et pour cette transition énergétique, eh bien, il va falloir mieux savoir gérer finalement ces énergies renouvelables. Alors, quelles sont ces énergies renouvelables? Eh bien, elles sont indiquées ici. Et là aussi, je voudrais peut-être revenir dans l'histoire et vous montrer que le fait de réutiliser l'énergie renouvelable, ce n'est pas nouveau, parce qu'Arrhenius, déjà en 1922, écrivait « Il devient nécessaire de trouver d'autres sources d'énergie afin que la civilisation du monde ne s'effondre pas lorsque les combustibles fossiles seront sur le point d'être épuisés. » Et à la même époque, il avait bien cerné le problème en écrivant cela « Elles ont le désavantage d'être distribuées à la surface de la Terre. Au contraire, les combustibles fossiles sont concentrés en lieu assez restreint, ce qui leur donne leur grande valeur. » Donc voilà, si vous voulez, déjà, en 1922, les problèmes étaient posés. Alors, quel va être le problème? Je dirais que c'est un problème à 3 entrées. 3 entrées, d'abord, comme je l'ai mentionné, c'est des ondes d'énergie qui sont diffuses, qui sont intermittentes, d'où il va falloir régler ce problème, et ensuite, il va falloir faire cela dans le cadre du développement durable, c'est-à-dire dans le cas de l'aspect vert de tout cela. D'où, pour faire cela, eh bien, il va y avoir plusieurs technologies qui vont être les technologies de conversion, comme on peut voir ici, photovoltaïque, thermoélectrique et éolien. Et je vais directement vous mentionner quels sont les matériaux imbriqués dans ces différentes technologies. Ensuite, les technologies de transport, dont je ne vais pas tellement toucher ici. Et ensuite, toutes les technologies de stockage, que sont l'électrochimie, le stockage chimique et également le stockage cinétique ou mécanique via les volants tournants. Alors la question, c'est pourquoi finalement stocker toute cette énergie? Alors on parle beaucoup d'applications réseau et l'explication est indiquée ici. Vous avez tout simplement le cas du réseau français sur 2 ou 3 jours et vous avez toute l'électricité qui est apportée par le nucléaire. Vous voyez ici, ensoleillé, toute l'énergie par le solaire et en plus par le vent en gris.
Okay. Maintenant, vous voyez que là, vous avez un excès d'énergie, et cela, il va falloir l'écréter. Donc, par conséquent, il va falloir stocker cela à l'échelle du mégawatt. À l'échelle du mégawatt pour tout simplement compenser les manques d'énergie que vous voyez durant la nuit et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, pourquoi il va falloir stocker cette énergie. C'est-à-dire, ce qu'on veut faire, c'est essayer directement de montrer l'importance de la stabilisation du réseau de façon à faire en sorte que toute l'énergie excédentaire qu'on a directement durant la journée, on puisse l'utiliser durant la nuit. Donc voilà, si vous voulez, ce que l'on va essayer de faire. Alors, pour regarder tout cela, eh bien, il y a différentes technologies de stockage. Je vais en énumérer ici 4, mais il y en a d'autres. Tout d'abord, celle qui est la plus utilisée, pomper l'eau en altitude, c'est ce qu'on appelle les steps, et je reviendrai sur un seul transparent là-dessus. Ensuite, il y a le gaz comprimé, comme indiqué ici. Il y a le volant d'inertie, où là, c'est tout simplement du stockage cinétique. Et enfin, l'énergie sous forme chimique, que sont les accumulateurs, les dispositifs électrochimiques. Donc, si vous voulez, c'est à travers toutes ces énergies que je vais tout simplement regarder. Alors, comme je vous l'avais dit, toutes ces technologies de stockage et de conversion, eh bien, dépendent de ces différents types de technologies. Et toutes celles-ci sont limitées, je dirais, par les matériaux. On connaît les lois fondamentales de la physique pour le photovoltaïque, on connaît les lois fondamentales pour la chimie, mais on ne sait pas faire ça à grande échelle. Alors bien sûr, les matériaux sont essentiels pour leur performance, mais ils sont aussi stratégiques. Et je pense que vous allez avoir un exposé par la suite, mais déjà pour vous capturer pourquoi ils sont stratégiques, laissez-moi prendre cette petite histoire qui a eu lieu en 2010. En 2010, un Japonais arrête le capitaine d'un bateau chinois. Septembre 22 2010, la Chine bloque les envois de métaux terres rares au Japon. Juste 2 jours après, tout est levé et tout est reparti dans l'ordre. Pour vous montrer finalement l'enjeu qu'ont les matériaux dans notre société. Cela vous est à montrer. Je vais maintenant directement vous présenter le plan de cet exposé que je voudrais traiter aujourd'hui. Ce que je voudrais traiter, c'est faire une rapide revue de l'état d'art des matériaux dans les différents domaines. Du photovoltaïque, du thermoélectrique, du stockage mécanique, et ainsi de suite. Et vous montrer que finalement, dans tous ces domaines, eh bien, c'est les mêmes approches et les mêmes tendances et les mêmes évolutions. C'est-à-dire qu'on va passer du massif au nano, à la boîte quantique, on va passer du massif au composite inorganique, polymère, et on va passer bien sûr de l'inorganique à l'organique. Et on va trouver la même chose partout. Et ensuite, on va avoir une approche systémique dans laquelle il va falloir coupler différents systèmes. Et finalement, je terminerai sur des conclusions, des perspectives et des commentaires personnels sur cette énergie. Alors, commençons tout d'abord par l'énergie solaire ou les chaînes renouvelables. Si on regarde les différentes chaînes d'énergie renouvelable, vous avez ici la biomasse, l'hydroélectricité, l'éolien et le solaire. Et voilà finalement la consommation annuelle. Et vous apercevez directement que le solaire eh bien, est certainement la plus intéressante car elle est excédentaire. C'est-à-dire qu'en moins d'une heure, on peut directement avoir par le soleil toute l'énergie nécessaire qu'on a besoin dans l'année. Et là aussi, utiliser cette énergie du soleil eh bien, était bien connu, du moins certains proverbes le disaient. Une chose est sûre, si l'homme n'arrive pas à capturer la puissance du soleil, il retournera inévitablement dans son état primitif. D'où la nécessité de capturer tout cela. Alors, comment allons-nous faire cela? Eh bien, on peut directement regarder la surface terrestre qu'il nous faudrait pour, finalement, produire cette énergie qu'il nous faut. Eh bien, si on fait un simple calcul, il nous faut autour de 17 TW. Si on peut capter 200 watts par mètre carré, ce que l'on peut aujourd'hui avec le solaire, avec 10% d'efficacité, il nous faudrait 850 000 km². 850 000 km², ce n'est rien d'autre que la surface du Venezuela, la surface de Namibie, ou alors la surface directement de la France et de l'Allemagne rassemblée. Donc voilà la surface qu'il faudrait couvrir. Et bien sûr, tout cela, il faudrait couvrir cette surface et avoir les systèmes de collecte de cette énergie. Et cette collecte, eh bien, elle va être soit thermique, soit électrique. Et c'est ce que je vous montrer maintenant, comment on peut capter ou dompter ce soleil pour finalement recueillir cette énergie. Alors tout d'abord, je commencerai au niveau de cas de l'énergie électrique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de routes actuellement qui sont étudiées par nos chercheurs. Elles n'ont pas encore atteint le temps de maturation, mais elles consistent tout simplement à transformer le soleil en vecteur, que ce soit l'électricité par les cellules photovoltaïques, comme indiqué ici,
que ce soit l'hydrogène, par la réaction de photocatalyse, de photoélectrolyse de l'eau, en jouant sur la jonction semi-conducteur liquide pour séparer l'eau en hydrogène et oxygène, ou alors en biocarburant via la photosynthèse naturelle, ou alors la photosynthèse artificielle qui, finalement, se simplifie à vouloir dupliquer les dispositifs mis en place pour faire les mêmes réactions que font les hydrogénases. Donc voilà, si vous voulez, ce qu'on essaie de faire à l'heure actuelle. Alors bien sûr, les rendements sont très limités. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, dans le cas des cellules photovoltaïques, on arrive entre 5 et 40%. Dans le cas de l'hydrogène, on est à 6%. Et dans le cas des biocarburants ou de la photosynthèse naturelle, on est à 0,3%. Alors, voyons voir ce qui se passe au niveau des cellules photovoltaïques et comment le domaine évolue. Eh bien, il va y avoir plusieurs générations de cellules photovoltaïques, que je vais appeler première, deuxième, troisième et quatrième. La première génération, eh bien, elle est totalement dédiée au silicium à la forme cristalline, comme vous pouvez le voir ici. Ensuite, il y a eu ce que j'appellerais les technologies couches minces, dans lesquelles on a le silicium amorphe, plus de nombreux composés, comme on appelle CIS, je vous dirai par la suite ce que c'est, et ainsi de suite. Et toutes ces technologies ici sont basées tout simplement sur la jonction PN. C'est-à-dire qu'un photon va être absorbé, directement séparé en électron-trou à la jonction PN et conduire l'électricité. Voilà, si vous voulez, le principe. Ensuite, la troisième génération sont les générations que j'appellerais les cellules solaires à colorant, qui sont les cellules Grätzel. Celles-ci mimiquent réellement la photosynthèse naturelle. En effet, dans ce cas, eh bien, le photon va être absorbé par un pigment coloré qui va être le même rôle que la chlorophylle dans les plantes pour tout simplement séparer l'électron et le trou. L'électron va être envoyé à un composé TiO2 et ainsi de suite. Et dans ce cas, les rendements sont de 13%. Et enfin, une dernière génération que j'appellerai la quatrième génération, dans laquelle, dans ce cas, ce sont les cellules organiques, où on va avoir maintenant, je peux dire, un composite de polymères donneurs et de polymères accepteurs. Et dans ce cas, le principe va être basé de nouveau sur une jonction PN. Donc voilà, si vous voulez, les quatre technologies où on a au jour d'aujourd'hui des rendements prouvés sur le terrain de 14%, 12%. Dans le cas des cellules de Grätzel, on est à 10%. Il y a des progrès énormes dans les cas des cellules organiques ces 5 dernières années où on arrive en laboratoire, on a dépassé les 10%. Alors qu'on était à 6 ou 7 ans, il y a 6 ou 7 ans, on était encore à 2 ou 3%. Donc voilà, si vous voulez, les évolutions. Alors maintenant, pourquoi ces évolutions et que se passe-t-il au niveau des matériaux? Bien, au niveau des matériaux, si on regarde maintenant dans le cas, ce que j'appellerais le solaire inorganique, c'est-à-dire sur la base de matériaux inorganiques, eh bien, voilà le spectre solaire. Et vous voyez dans ce cas qu'on est obligé de travailler avec des composés dont le gap va être à l'entour de 1 et 2 électronvolts. Eh bien, tout ça, c'est des composés qu'on va trouver dans le tableau périodique en prenant les éléments de la colonne 3, 4, 5. Et bien sûr, on va appeler les composés 3, 5 dans notre jargon, parce qu'ils vont associer un élément comme le gallium avec un élément de la colonne 5 comme l'arsenic. Et on a l'arsenure de gallium. Et vous voyez qu'ici, en jouant sur la chimie du solide, sur la longueur de liaison, sur le recouvrement des orbitales, eh bien, on peut ajuster le gap dans ces matériaux, et je vous montrerai cela dans un cours qui suivra. Ensuite, il y a des composés plus compliqués, qu'on appelle directement le cadmium tellurium, qui est ici. Vous voyez qu'en ce cas, c'est un 2,6, et des chalcopyrites, qui sont maintenant des composés à 3, voire 4 éléments. Okay? Et ça, c'est des technologies qui sont développées actuellement en France, notamment par le groupe EDF et ainsi de suite. Et enfin, au niveau des matériaux, il y a une récente nouveauté sur les boîtes quantiques, où dans ce cas, bien sûr, encore à l'échelle du laboratoire, théoriquement, on pourra arriver à des rendements de 70%. Mais on est encore très loin. Donc voilà, si vous voulez, ce qui se passe au niveau des matériaux sur le solaire inorganique. Maintenant, si je regarde le cas du solaire organique, c'est-à-dire les cellules Grätzel et les organiques photovoltaïques, eh bien, dans ce cas, finalement, le point le plus important, il y a certainement la morphologie de l'oxyde de titane, qui va jouer le rôle de support pour absorber les pigments pour colorer, mais il y a un travail énorme au niveau des colorants. Vous avez ici toute une classe de colorants, avec bien sûr des colorants qui sont à base de ruthénium, la raison pour laquelle les recherches récentes ont porté sur des colorants à base de métaux 3D, comme le cobalt, comme vous pouvez voir ici, dont les rendements sont 12%. Vous avez également, tout à fait très nouveau, un perovskite qui est utilisé actuellement. Et enfin, on tente également d'avoir des chromophores purement organiques pour se défaire, bien sûr, des métaux.
Mais la difficulté en tout cela, c'est finalement, le ruthénium est certainement un problème, mais c'est vraiment d'avoir des solvants de très grande pureté. C'est là le challenge. Ensuite, eh bien, au niveau des organiques, eh bien là, c'est le grand jeu, puisqu'on peut, en chimie organique, très facilement, en changeant les entités et ainsi de suite, déterminer les gaps. Et vous pouvez voir que dans ce cas, eh bien, on peut faire varier les gaps continuellement de 1 à 3 électronvolts. Et de plus, là aussi, il y a l'apparition de technologies copolymères blocs ainsi que des couches auto-assemblées. Voilà, si vous voulez, ce qui se passe aujourd'hui dans le cas des cellules photovoltaïques pour stocker l'énergie et pour la convertir. Alors maintenant, je vais passer au solaire thermique. Et dans le cas du solaire thermique, bien là aussi, il y a des progrès énormes avec des centrales, si on peut appeler des centrales électriques, qui sont basées sur la cheminée solaire, qui utilisent finalement la force d'un courant d'air ascendant, c'est-à-dire qu'en ce cas, vous chauffez, ici, vous allez augmenter la température de l'air, automatiquement, masse plus faible, vous allez avoir un courant très fort qui va passer dans les turbines et qui va générer l'électricité. D'où voilà ce que l'on peut faire avec des cheminées solaires. Ensuite, vous avez des tours solaires thermiques, comme indiqué ici, où dans ce cas, vous avez des miroirs qui vont chauffer un récipient d'eau, vaporiser et automatiquement engendrer des turbines pour avoir des générateurs d'électricité. Et les dernières installations qui ont lieu en Californie, où dans ce cas, bien, la nouveauté est la forme des miroirs. On va utiliser des miroirs cylindro-paraboliques, où on va dans ce cas chauffer un canal à l'intérieur qui va comprendre un fluide caloporteur pour assumer et pour amener la température à la valeur voulue. Donc voilà, si vous voulez, ce qui se passe aujourd'hui au niveau du stockage thermique. Alors la question, c'est là aussi, je vous ai montré comment on peut stocker l'électricité. Maintenant, comment pouvons-nous stocker cette chaleur? Et c'est là vraiment la difficulté de tout ce solaire thermique. Alors pour cela, eh bien, il va y avoir différentes options. Une option très simple, c'est-à-dire vous prenez un liquide, ce liquide, vous augmentez la température, et bien vous allez directement, dans ce cas, lui donner une certaine chaleur, une certaine énergie que vous allez pouvoir garder. Et c'est ce qu'on va appeler la chaleur sensible, dont la formule est indiquée ici. Par exemple, c'est ce qu'on passe dans l'eau lorsque vous passez de 0 à 100 degrés, et bien vous allez augmenter directement cette chaleur sensible. Il va y avoir ensuite ce que j'appelle la chaleur latente, qui va être associée à la transformation de phase. C'est-à-dire que vous allez directement d'un solide à un liquide. Bien, dans ce cas, vous avez une réaction qui va être endothermique. Automatiquement, vous allez emmagasiner de la chaleur que vous allez pouvoir restituer par la suite. Et enfin, il y a ce que j'appellerais la réaction chimique qui, dans ce cas, va produire d'énormes quantités d'énergie. Et bien sûr, on peut également avoir, comme indiqué ici, un mélange des deux, où on peut avoir l'utilisation de la chaleur sensible et de la chaleur latente. C'est-à-dire qu'on va dans ce cas augmenter la température et ensuite directement avoir une transition de phase. Et pour ce faire, ou pour cela, eh bien, on va utiliser tout simplement ces mélanges de sel, de nitrate de sodium, nitrate de potassium, comme indiqué ici, qui vont être dans ce cas liquides à des températures de 400 ou 500 degrés. Et ensuite, on va pouvoir directement les repasser au niveau de la transition pour récupérer finalement cette chaleur qui a été emmagasinée. Okay? Et dans ce cas, bien sûr, ce qui est important, c'est de savoir quelle va être la puissance d'utilisation. Bien, cette puissance va être en fonction de la viscosité à l'état liquide et bien sûr de la conductivité thermique. Donc voilà, si vous voulez, ce qui va être important. Ensuite, bien, vous allez voir qu'on va évoluer vers des matériaux composites, où dans ce cas, on va utiliser des mélanges de polymères et de carbone ou de graphite à l'échelle nanométrique pour avoir un très bon transfert thermique. Et on utilise dans ce cas le graphite, car il est très stable thermiquement et chimiquement, et de plus, il présente une grande conductivité thermique. Et enfin, eh bien, on va encore utiliser des organiques, ou plutôt des huiles, dans lesquelles on va dans ce cas utiliser des acides gras, ou alors des paraffines, dont le point de fusion va changer en fonction de la longueur de chaîne. Et là aussi, eh bien, on va pouvoir de nouveau ajuster ces transitions et pour opérer à diverses températures. L'avantage des organiques, une fois de plus, ils n'ont pas des performances astronomiques, mais par contre, on peut les manier relativement facilement. D'où, par conséquent, eh bien, on va pouvoir jouer avec ces différentes sortes,
je dirais, de stockage, stockage sensible, je vous ai parlé de l'eau, stockage latent, stockage sorption, dans ce cas, c'est l'absorption sur une surface de matériau, c'est pas le temps, et le stockage chimique. Et vous voyez ici la densité d'énergie. Et lorsqu'on regarde, par exemple, ici, ce plan, dans lequel on a l'utilisation de deux fluides, eh bien, on peut arriver à avoir des énergies qui soient similaires à celles des accumulateurs au plomb, qu'on verra par la suite. Donc voilà, si vous voulez, un peu comment on peut jouer sur ce stockage thermique. Maintenant, je vais passer à d'autres technologies de conversion dans lesquelles je vais passer finalement de l'énergie cinétique à l'électricité par les éoliennes. Je serai relativement court, je vous donnerai quelques bases là-dessus. Et ensuite, je passerai de la chaleur à l'électricité par les dispositifs thermoélectriques. Si je regarde le cas de l'éolien, eh bien, dans ce cas, la production d'énergie par une éolienne, eh bien, elle va être fonction de la longueur des pales, de la vitesse du vent et de la température de l'air. C'est-à-dire, finalement, l'énergie va être proportionnelle à la surface balayée par le rotor et au cube de la vitesse du vent. Ce qui fait qu'on arrive à une puissance maximale qui, pour une éolienne, est aux alentours de 2 MW, qui est donnée par cette formule. Et vous voyez qu'en ce cas, on va directement multiplier l'énergie par un facteur 4 si la pale est 2 fois plus grande, ou alors par un facteur 8 en changeant tout simplement la vitesse du vent. Alors maintenant, quels sont les matériaux qui sont importants pour ce genre d'application? Eh bien, on va voir. Il va falloir des matériaux d'une très grande légèreté, une très bonne solidité et résistance, d'où on va utiliser des matériaux composites, qui vont être des mélanges de fibres de verre, de fibres de carbone, de résine polyester ou de résine d'époxy. Les dernières avancées dans ce domaine sont des matériaux composites à base de polyuréthane qui sont renforcés par des nanotubes de carbone, mais également des fibres de carbone uniquement, qui permettent aujourd'hui de fabriquer des pales de plus de 100 mètres. Au niveau des matériaux pour les générateurs, pour les rotors, eh bien là, ce qui est clé, ce sont les aimants permanents, et on utilise aujourd'hui des aimants de type néodyde, fer, bore, qui sont 10 fois plus puissants que les aimants classiques qu'on avait auparavant, nickel, aluminium, cobalt. Et là, vous verrez aussi, je crois que dans l'exposé qui suivra, on vous parlera un peu du néodyme et du problème que cela constitue. Donc voilà, si vous voulez, les matériaux qui sont utilisés dans le cas des éoliennes. Mais vous voyez toujours, on passe du matériau massif à des composites, des matériaux légers, et ainsi de suite. Voyons maintenant un autre cas qui va être celui des thermoélectriques. Alors celui des thermoélectriques, bon, vous connaissez tous, je pense, le principe du thermoélectrique, c'est-à-dire c'est l'effet Seebeck, c'est-à-dire que si on prend deux jonctions métalliques de températures différentes, eh bien on va pouvoir directement transformer de la chaleur en courant. On peut également avoir l'effet Peltier, qui va être l'inverse, ou dans ce cas, avec un courant, on va pouvoir directement avoir réchauffé ou refroidir un système. D'où on peut avoir des générateurs thermoélectriques qui vont être basés sur la différence de température entre une source chaude et une source froide, qui, la plupart des cas, va utiliser des semi-conducteurs avec des jonctions P, des jonctions N, et ainsi de suite. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, ce qui va être très important est le coefficient de Seebeck, S, qui est delta V sur delta T. Et, bien sûr, pour l'application, la figure de mérite, c'est ZT, dont la formule est indiquée ici. Et vous allez voir que là, c'est vraiment, les thermoélectriques sont vraiment le problème, qui sont un problème très ardu au niveau recherche en chimie du solide. Car on a des propriétés conflictuelles au niveau des matériaux. Vous voyez le ZT, coefficient Seebeck, conductivité électrique et conductivité thermique. Et vous savez tous que la conductivité électrique et la conductivité thermique varient de façon identique en parallèle. D'où par conséquent, vous voyez qu'en ce cas, eh bien, ça va être très difficile de les séparer. Théoriquement, ce qu'on voudrait, c'est bien sûr pouvoir augmenter l'une et abaisser l'autre. Vous allez avoir un ZT gigantesque. Malheureusement, bien, tout ça, ce n'est pas possible. Et on est tout simplement obligé de suivre ces lois de la physique, dans lesquelles vous avez le coefficient Seebeck qui va diminuer au fur et à mesure que vous allez passer d'un isolant à un semi-conducteur à un métal. Et vous voyez que ce que vous disiez, les conductivités électriques et les conductivités thermiques, eh bien, elles vont marcher en parallèle. D'où par conséquent, il va falloir trouver un compromis. Et vous allez voir, le compromis n'est pas génial. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, eh bien, les meilleurs matériaux seront les semi-conducteurs P ou N avec des ZT supérieurs à 1. Et là, vous allez voir que finalement, il n'y a pas eu beaucoup de progrès, à l'excepte, d'une fois de plus,
en passant à l'échelle nanométrique. Alors, les chercheurs ont fabriqué des matériaux, des multitudes de matériaux, dont cela ne représente juste que certains d'entre eux, soit des semi-conducteurs, comme ici, sont dopés P, c'est-à-dire que les porteurs sont des trous. Vous voyez toute la série de matériaux, la plupart sont des alliages, et également, ici, des matériaux dopés N, comme indiqué ici. Mais là aussi, malgré toutes ces recherches, eh bien, le matériau qui est le plus performant, c'est encore le fameux matériau bismuth 0,5, SB15, tellurium 3, qui avait été découvert il y a plus de 20 ans. Alors bien sûr, la question, c'est comment améliorer cela? Bien, récemment, je dirais dans les 4 ou 5 dernières années, il y a des résultats importants qui ont été montrés où, en passant à l'échelle nanométrique, eh bien, on va pouvoir découpler, si j'ose dire, la partie conductivité électrique et la partie conductivité thermique. C'est ainsi qu'en allant, je dirais, avec des boîtes quantiques ou des points quantiques, on va pouvoir passer, vous voyez, des matériaux dans lesquels on a maintenant, à l'échelle nanométrique, un ZT qui est de 1,6. Ou, dans le cas de ces composés, indiqués ici, on peut avoir dans ces domaines super réseau des ZT de 2,4. Et tout ça, bien parce que tout simplement, lorsqu'on passe à l'échelle nanométrique, eh bien, on va directement bloquer les phonons qui vont conduire la chaleur et également avoir les effets quantiques qui vont améliorer le flux d'électrons. Et ça, eh bien, ça a été utilisé, je dirais, de façon très astucieuse par un groupe de Berkeley qui ont réussi à utiliser le silicium. En effet, le silicium, dont on va utiliser certainement dans le domaine des accumulateurs, eh bien, en préparant des nanophiles de silicium, comme on peut voir ici, dans ce cas, on va bloquer par réflexion les phonons à l'intérieur de la fibre, tout en ayant les électrons. Et grâce à cela, eh bien, ils ont pu préparer ces genres de thermoélectriques, dont vous voyez ici que la conductivité thermique eh bien, décroît considérablement avec la taille. C'est-à-dire qu'en ce cas, on a pu découpler cette conductivité électrique et cette conductivité thermique. Eh bien, cela a conduit à la création d'une compagnie dans laquelle des composés avec un ZT qui est 100 fois supérieur à celui, 100 fois supérieur à celui du silicium massif, pas 100 fois supérieur à celui qu'on avait, a pu être obtenu. Et cette compagnie, actuellement, est en train de commercialiser cette thermoélectrique sur la base de silicium nanophile. Alors vous voyez, là aussi, je vous ai montré le départ du massif, on est passé au nanométrique, on est passé à la boîte quantique, et finalement, qu'est-ce qui reste, comme une fois de plus? Eh bien, les polymères. Eh bien oui, c'est ce que la plupart des chercheurs font de nos jours. On va maintenant utiliser des polymères pour préparer ces thermoélectriques. Alors pourquoi? Eh bien, les polymères, dont vous avez ici le polypyrrole, le polyalanine ou le polythiophène, eh bien, ont la propriété qu'on peut les doper et on peut les rendre des conducteurs. D'où il y a une conductivité électrique. Ici, maintenant, je représente le cadran dans lequel je mets la conductivité électrique et la conductivité thermique. Mais vous voyez finalement que ces polymères tombent dans le bon cadran. D'où pas mal de matériaux sont actuellement développés avec les avantages de la flexibilité, qui est liée tout simplement au polymère, de la légèreté, de la facilité de mise en forme et de la toxicité qui est moindre que la plupart des matériaux dont je vous ai mentionné, qui sont à base de tellurium et ainsi de suite. Et de nos jours, les meilleures performances par ces matériaux sont obtenues directement avec le polystyrène sulfonate indiqué ici, mélangé avec du polyéthylène-dioxythiophène, comme indiqué ici. Et dans ce cas, regardez, le ZT n'est pas supérieur à 1, on a un ZT de 0,42, mais l'avantage ici, c'est qu'on a des matériaux qu'on peut préparer à la grande échelle de façon relativement simple et à bas coût. Vous voyez, voilà directement ce qui se passe au niveau du stockage, au niveau, excusez-moi, de la conversion thermoélectrique, c'est-à-dire de chaleur en électricité. Je voudrais maintenant quitter ces transformations de conversion pour passer réellement au stockage. Et au niveau du stockage, eh bien, je voudrais directement balayer, si je peux dire, 3 types de stockage. Le stockage hydro, les volants tournants et les dispositifs électrochimiques. Alors les stockages hydro, je n'ai pas grand-chose à dire au niveau des matériaux, si ce n'est presque que du ciment. Mais il y a quand même un message important que je voudrais passer ici. Alors voilà directement le stockage hydro, c'est-à-dire qu'en ce cas, eh bien, on va tout simplement utiliser 2 réservoirs et on va tout simplement pomper l'eau de l'un à l'autre pour récupérer l'énergie. Alors vous allez avoir des turbines, et ainsi de suite, et voilà le système. Alors là, je voudrais vous attirer l'attention sur un simple calcul. Le calcul est le suivant. Si je fais un calcul, finalement, de l'énergie que je récupère, eh
bien, je fais tout simplement ce simple calcul, gravité, ainsi de suite. J'arrive tout simplement à 3 Wh par tonne, c'est-à-dire à 0,003 Wh par kilo. Et pourtant, c'est le stockage de masse qu'on utilise ici. Et ça, le message, eh bien, c'est tout simplement que parfois, la densité d'énergie n'est pas du tout primordiale. Ce qui est plus important, eh bien, c'est d'autres paramètres, tels la sécurité, le coût capitalisé par cycle, la facilité d'utilisation, le coût de maintenance, mais également la facilité de faire ça à grande échelle, car on peut faire des volumes gigantesques. D'où voilà, si vous voulez, ce qui est en train de se répandre. Et bien sûr, une limitation de cela, c'est qu'on n'a pas partout en France des sites géographiques pour pouvoir construire ce qu'on appelle ces steps. Okay. Le deuxième type de stockage est le volant tournant. Alors, les volants tournants, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre qu'une batterie mécanique, où on va maintenant jouer sur l'énergie cinétique. C'est-à-dire, vous prenez un axe, vous mettrez directement un cylindre, vous faites tourner, vous récupérez cette énergie cinétique. Vous la récupérez, vous avez directement la formule indiquée ici, dans laquelle vous avez finalement le moment d'inertie J qui va être important. La vitesse directement de rotation, et ainsi de suite. Maintenant, un simple exemple. Qu'est-ce qu'on pourrait récupérer? Mais attendez, la Terre tourne. Est-ce qu'on pourrait récupérer l'énergie de la Terre? Essayons de faire le calcul. Bien, si on fait ça, j'applique la formule. Okay, voilà, tous les chiffres sont indiqués ici. On aurait pour 40 milliards d'années de réserve. OK? Simple calcul. Bien sûr, là aussi, on ne peut pas le faire. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on va tout simplement regarder, on va tout simplement être modeste, utiliser un simple disque et voir comment ou quelle sorte d'énergie on peut récupérer. Et dans ce cas, on va utiliser ce disque indiqué ici, avec la formule que je vous ai mentionnée ici. Et qu'est-ce qui va être important au niveau des matériaux? Eh bien, ça va être tout simplement la résistance mécanique du matériau, c'est-à-dire sa résistance à la rupture, et également sa masse volumique, car vous voyez qu'elle rentre ici au dénominateur. Alors maintenant, eh bien, si je veux calculer la densité d'énergie massique que je vais récupérer, vous voyez qu'en ce cas, il va y avoir l'importance de nouveau de la résistance à la rupture, et on voudra directement des faibles densités. Alors là aussi, quels sont les matériaux qu'on va utiliser? Bien, ils sont nombreux, vous allez voir, on va encore évoluer vers les composites. Voilà, si vous voulez, une série de matériaux dans laquelle vous avez un genre de polymères, des fibres de carbone avec des résines, des fibres de verre. On retrouve presque les mêmes matériaux qu'on a vus, si vous voulez, dans les pales des éoliennes. Bon, on peut faire des calculs. Inutile d'aller dans tous ces chiffres. Il n'y en a qu'un que je vais mentionner ici. C'est que, par exemple, si je prends un disque de 20 cm de diamètre, de rayon, pardon, extérieur de 25, hauteur de 40, eh bien, je peux obtenir densité d'énergie de 148,7 Wh par kg. Et là, c'est finalement à peu près ce qu'on peut obtenir au jour d'aujourd'hui, peut-être un peu moins, que dans les cas des technologies à ion-lithium dont je vais vous parler par la suite. D'où on peut, avec ces systèmes, obtenir ce genre d'énergie. Par contre, la difficulté, eh bien, c'est qu'il y a des problèmes de sécurité, et ainsi de suite. Alors maintenant, lorsqu'on regarde finalement comment on construit ces systèmes, comment ils fonctionnent, eh bien, on peut voir, si on suit la formule ici, voilà le système. Vous voyez que maintenant, si je fixe ma vitesse angulaire, mon rayon, ma densité, eh bien, dans ce cas, je n'ai plus qu'une variable qui va être que la masse. D'où par conséquent, je n'ai pas tellement de choix, je suis obligé de partir en troisième dimension. Et c'est la raison pour laquelle tous ces volants tournants sont tout simplement en hauteur. Car on essaie d'avoir la masse pour tout simplement avoir plus d'énergie cinétique et de stocker plus d'énergie. Et cela, eh bien, il y a une compagnie qui est spécialisée en ça, qui est Beacon Power, qui fabrique ces stations de 8 MW, ainsi de suite. Alors, vous avez beaucoup d'avantages. Les inconvénients, eh bien, c'est les risques mécaniques et une gestion complexe. C'est la raison pour laquelle vous ne verrez jamais ça sur des voitures, ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, ce stockage, qui là aussi est un stockage certainement de masse et pour des applications réseau peut-être limitées ou délocalisées. Enfin, on va passer au dernier type de stockage, qui vont être les dispositifs électrochimiques. Alors, dans le cas de ces dispositifs électrochimiques, eh bien, dans ce cas, je vais avoir certains appareils que je vais directement déterminer. Alors, pourquoi ce stockage électrochimique? Bien, ici, je vais vous donner un plot de Ragon
dans laquelle je mets la puissance en fonction de l'énergie. C'est-à-dire, en ce cas, je mets l'accélération en fonction de l'autonomie. Et on va voir différents dispositifs. Parmi ces différents dispositifs, eh bien, on a les supercondensateurs, dans lesquels, en ce cas, eh bien, le stockage va se faire par une absorption de molécules à la surface de matériaux qui vont être principalement des carbones ou alors des oxydes, on verra par la suite. Ensuite, à l'extrême, eh bien, il y a ce que j'appellerais les piles à combustible. Les piles à combustible, finalement, c'est l'électrolyse inverse de l'eau, où dans ce cas, eh bien, il va y avoir un apport continu de combustible. Dans ce cas, vous voyez, on va avoir tout simplement une grande autonomie, mais une faible puissance. Alors que dans le cas du supercondensateur, on avait une grande puissance, une faible autonomie. Et entre ces deux, eh bien, on va se trouver les systèmes qu'on appelle les accumulateurs ou les batteries, qui sont les batteries au plomb et d'autres types de batteries qu'on va voir par la suite. Donc voilà, si vous voulez, les trois systèmes électrochimiques qu'on peut utiliser pour faire tout simplement du stockage de l'énergie. Alors je vais vous montrer un peu qu'est-ce qui se passe dans ces différents secteurs. Je vais commencer dans le cas des piles à combustible. Les piles à combustible, c'est un vaste domaine dans lequel vous avez de nombreuses technologies. Parmi ces technologies, il y a 6 ou 7 technologies que sont les technologies à échange de protons, les membranes à échange de protons, technologies au méthanol, vous avez également les piles alcalines, vous avez les piles à acide phosphorique, les piles au carbone fondu et finalement les piles à haute température à électrolyte solide. Et si on peut classer tous ces différents types de technologies, eh bien on a, je mentionné, les basses températures et les hautes températures, ce qui va avoir des conséquences importantes au niveau finalement du CO2 et du poison vis-à-vis du catalyseur qui va être le platine. Mais il y a également aussi différentes sortes d'électrolytes où on va retrouver maintenant des électrolytes polymères, des électrolytes liquides fondus ou des électrolytes tout solides qu'on va voir par la suite. Donc voilà, si vous voulez, un panorama sur toutes ces différentes sortes de technologies de piles à combustible qu'on peut voir ici. Alors si on regarde certaines d'entre elles, je ne vais pas bien sûr repasser toutes ces technologies en revue, je vais juste mentionner là aussi certaines d'entre elles pour montrer où va la recherche et qu'est-ce qui se passe. Alors je vais prendre d'abord le cas des cellules tout simplement à protons ou à polymères, où dans ce cas, eh bien, toute la recherche est dédiée à remplacer le naphion qui présente des limitations d'abord au niveau conduction ionique, mais également au niveau coût. Et c'est la raison pour laquelle des polymères avec des motifs NH sont préparés, donc on peut voir ici le polybenzimidazole qui présente une conductivité ionique aux alentours de 10-2 à 10-3 Siemens par centimètre à 120 degrés C. Il y a également d'autres progrès où, une fois de plus, on va former dans ce cas des copolymères organiques inorganiques, c'est-à-dire que dans ce cas, on va former un réseau et avec une scission de la chaîne alkyl-glycol par des protons solvatés, et bien on va former tout simplement ces blocs copolymères indiqués ici. Et dans ce cas, on peut obtenir des conductivités aux alentours de 10 puissance moins 4, ce qui est important à 160 degrés C, c'est-à-dire qu'en ce cas, eh bien, on peut travailler tout simplement avec de très grandes pressions de vapeur de l'eau. D'où, voilà, si vous voulez, les challenges qu'on a dans ces domaines où, une fois de plus, on essaie de dessiner de meilleurs polymères avec de meilleures conductions ioniques. Au niveau des piles tout solides, eh bien là, les challenges vont se trouver directement au niveau des matériaux inorganiques, où on essaie dans ce cas de trouver de meilleurs conducteurs ioniques. Ici, vous avez de la zircone stabilisée à l'yttrium, donc vous avez une conduction d'oxygène. On va utiliser comme cathode, ou comme anode, excusez-moi ici, des mélanges, j'appellerais une composite, où on va avoir dans ce cas de l'yttrium, toujours pareil, ou de la zircone dopée à l'yttrium avec des particules nickel nanométriques, ce qu'on appelle les cermètres. Et dans ce cas, on est une fois de plus en train de regarder les composites. Et enfin, au niveau de la cathode, comme on peut le voir ici, eh bien, on va utiliser des perovskites dans lesquels il y a une très grande mobilité de l'oxygène, puisque ces matériaux sont, comme on peut le voir ici, non stoichiométrie en oxygène. Donc voilà, si vous voulez, ce qui se passe au niveau des piles à combustible à l'heure actuelle, en essayant de développer, dû au fait que ces systèmes ont des difficultés de dilatation des matériaux à haute température, on essaie de développer des systèmes à mi-température, utilisant à la fois l'aspect polymère et l'aspect solide, en développant des conducteurs protoniques maintenant, et ainsi de suite. Au niveau du supercondensateur,
eh bien, dans ce cas, tous les supercondensateurs, ou la plupart, fonctionnent sur le principe à double couche, en utilisant des carbones comme, je dirais, anode ou cathode, je dirais positif ou négatif, ce serait mieux. Et dans ce cas, eh bien, là aussi récemment, des progrès importants ont été réalisés en passant à l'échelle nanométrique, c'est-à-dire en réalisant des carbones nanoporeux, comme indiqué ici. Alors cela a été réalisé par la réaction indiquée ici, où on prend du carbure au titane, que l'on va dans ce cas réagir avec du Cl2 à haute température pour obtenir le composé TiCl4 et un carbone. Et dans ce cas, vous avez un carbone simplement qui va être rempli de porosité, car vous avez sorti les atomes de titane. Et en fonction de la température, des degrés de traitement, eh bien, on peut obtenir tout simplement des nanoporosités de tailles différentes, et ainsi de suite. Bien, grâce à ça, ce qui a été, je dirais, une révolution dans ce domaine, eh bien, des chercheurs ont pu montrer une augmentation exacerbée de la capacitance de ces matériaux. Vous voyez ici, lorsqu'on passe à des dimensions relativement nanométriques, aux alentours de 0,8 angstrom ou 0,9 angstrom, eh bien, on a des capacitances gigantesques qui peuvent passer à 180 à 190 farads par gramme. Et tout cela vient des mécanismes d'absorption dont de nombreux modèles théoriques tentent d'expliquer aujourd'hui. Donc voilà, si vous voulez, les avancées dans ce domaine. Ensuite, eh bien, toujours pareil, on va voir qu'on va passer maintenant de l'inorganique à l'organique, et on peut passer du carbone à des polymères, dont je vous ai mentionné par avant, le polythiophène, polypyrrole, qu'on peut également utiliser comme supercondensateur. On va utiliser aussi des oxydes, ou dans ce cas, eh bien, ces oxydes, on va appeler ça des pseudo-supercapaciteurs, pour la bonne et simple raison qu'ils vont coupler la réaction de double couche et la réaction de Faraday. Et on va pouvoir, dans ce cas, préparer toute une série de matériaux. Et l'avantage de l'organique par rapport à l'inorganique, eh bien, là aussi, ça va être des baisses en coût et des fiabilités à long terme. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce domaine? Eh bien, une fois de plus, on va directement passer sur des composés nanostructurés. Ici, ce que vous regardez, c'est tout simplement du pentoxyde de niobium, Nb2O5, qui a été fait à l'échelle nanostructurée. Eh bien, ce composé présente des capacités relativement importantes, avec des puissances, je dirais, tout aussi valables que celles présentées par les carbones. D'autres travaux eh bien, consistent maintenant à faire des composites à l'échelle nanométrique. C'est-à-dire, on essaie d'avoir le meilleur des deux mondes, prendre du carbone, jouer sur directement la capacitance, la double couche, et coupler avec des oxydes à l'état divisé pour, dans ce cas, avoir accès à l'aspect faradique de surface. Et c'est ainsi qu'on peut avoir ici, vous avez des particules de carbone qui sont entourées, dans ce cas, de particules d'oxyde de ruthénium, ou dans ce cas, vous avez des carbones nanotubes avec en surface des oxydes de type V2O5, ainsi de suite. Et cela eh bien, vous donne effectivement de très grandes capacités ou des capacités exacerbées, comme on peut le voir ici. D'où, là aussi, on augmente la capacitance, on essaie de se rapprocher, des accumulateurs, mais tout en préservant la puissance. Alors on a vu les piles à combustible, on a vu les supercondensateurs, et maintenant on va voir ce qui se passe dans le domaine des accumulateurs. Alors, dans le domaine des accumulateurs, eh bien, dans ce cas, vous avez plusieurs technologies, dont vous les connaissez toutes, les technologies au plomb, nickel-cadmium, nickel-métal-hydrure, et les technologies lithium-ion que vous utilisez aujourd'hui et qui sont dans la plupart de vos gadgets portables. Cette technologie, elle est basée sur le principe indiqué ici. Vous avez dans ce cas deux composés d'insertion qui sont rien d'autre finalement que des gruyères, dans lesquelles vous allez absorber et relarguer des lithiums. Et dans ce cas, la capacité va vous être donnée par cette formule relativement simple, qui va dépendre du nombre de lacunes que vous avez dans votre matériau d'insertion et de la masse moléculaire de votre composé d'insertion. Donc voilà, si vous voulez, comment fonctionnent ces accumulateurs. Alors, quelles sont les technologies qu'il y a? Et vous allez voir, on va retrouver exactement la même chose qu'on a vu dans le cas des cellules photovoltaïques. C'est-à-dire, il y a la technologie lithium-ion, qui est bien sûr la plus connue, la plus répandue, la plus utilisée, la plus commercialisée, qui est basée sur le principe dont j'ai mentionné ici, et qui a été développée et commercialisée en 1990 par Sony. Ensuite, il y a les technologies plastiques. Dans ce cas, on utilise des matrices plastiques dans lesquelles
les matériaux sont insérés dans une matrice, c'est-à-dire que dans ce cas, on se défait des interfaces. Et puis, tout récemment, il y a également ce qu'on appelle le lithium-ion organique, dans lequel, dans ce cas, on va utiliser deux composés organiques, deux molécules organiques qui proviennent de la biomasse, c'est-à-dire c'est des systèmes qui sont directement conçus dans le cadre du développement durable. Donc voilà, si vous voulez, les trois systèmes que l'on a. Vous voyez qu'on fait comme dans le photovoltaïque, on passe du solide au liquide et à l'organique. Alors ensuite, quels sont les progrès qu'il y a eu dans ce domaine? Je dirais une révolution qu'il y a eu dans le domaine est provenue du passage, là aussi, à l'échelle nanométrique. En effet, pour avoir ces réactions dans des accumulateurs, pour avoir une réaction électrochimique, il vous faut à la fois des électrons et des ions. D'où il faut des conductions électriques et des conductions ioniques. Et certains des matériaux, comme les oxydes, comme notamment le phosphate de fer, sont de très bons isolants et de très pauvres conducteurs ioniques. Eh bien, dans ce cas, il faut construire une électrode à l'échelle nanométrique et de faire en sorte que toutes les particules, si je peux dire, soient inondées par les ions et par les électrons. Alors pour faire cela, eh bien, on peut directement réduire la taille. En réduisant la taille, on ne va pas changer bien sûr la valeur intrinsèque de la quantité ionique, mais si on réduit la taille, eh bien, si on divise par 10 la taille, on va réduire le temps de voyage de l'électron du cœur au centre par un facteur 5. Et, bien sûr, le lion va se déplacer, et maintenant, il faut l'électron, et l'électron, bien sûr, il va être apporté par la percolation électronique en présence de carbone. Et vous voyez que dans ce cas, si je n'ai pas un bon recouvrement, bien seulement les zones éclairées du matériau seront utilisées. Donc, pour avoir une bonne percolation, bien dans ce cas, je vais être obligé, comme vous pouvez le voir ici, de déposer autour de ces particules des couches nanométriques de carbone pour assurer la percolation électronique. Donc voilà, si vous voulez, ce qui s'est passé dans le domaine, et toute une quantité de matériaux qu'on avait délaissés jusqu'à maintenant, eh bien, on a pu les utiliser. Et je crois que l'exemple le plus flagrant, eh c'est l'exemple du lithium-phosphate de fer, où c'est un matériau qui a de cela 15 ans, on le connaissait puisque c'est un minerai, et on l'avait délaissé. Vous voyez que dans ce cas, les capacités étaient relativement faibles. On ne pouvait sortir que 0,4 ou 0,5 lithium par lithium PO4. Mais grâce à cette astuce, cette double astuce de passer à l'échelle nanométrique pour, dans ce cas, eh bien, réduire le temps de diffusion des ions et avec l'enrobage de carbone pour avoir la percolation électrique, eh bien, on a pu obtenir dans ce cas des performances ou avoir accès finalement à la capacité totale du matériau. Et ces technologies qui ont été commercialisées en 2006, et cette technologie, au jour d'aujourd'hui, elle est commercialisée par beaucoup de fabricants de batteries, et c'est la technologie la plus prisée, ou presque, pour le développement du véhicule électrique. Un autre exemple, je dirais notoire, dans le domaine, a été les électrodes de silicium. Rappelez-vous, je vous ai mentionné que le silicium, à l'échelle nanométrique, en tant que nanophile, avait été utilisé pour les thermoélectriques. Et bien là aussi, il y a eu des travaux énormes, en passant au silicium nanométrique, ou alors nanophile, comme on peut voir ici. Et grâce à cela, eh bien, on a pu faire cycler des électrodes de silicium. Le problème était, dans ce cas, c'est que lorsque vous avez le silicium, vous pouvez y rentrer 4 lithiums. Et automatiquement, la structure va se dégrader et vous allez perdre la percolation électronique. Maintenant, si vous passez à l'échelle nanométrique, toutes les forces associées à cette intercalation vont être relarguées en surface et vous pouvez faire cycler ces matériaux. Et c'est la raison pour laquelle c'est une technologie qui a été développée ou mise au point par Sony par la Nexelion en 2005, mais pas sur des siliciums, sur de l'étain. Et ensuite, les chercheurs ont essayé de développer ça sur le silicium. Là aussi, je ne dis pas que tout a été résolu, puisque de nombreux fabricants prétendent qu'ils vont commercialiser ça dans le futur, mais chacun repousse, si je peux dire. Il y a encore des difficultés, mais voilà directement ce qu'a pu apporter, si je peux dire, l'aspect nanométrique à cette chimie et à ces accumulateurs au lithium. Alors maintenant, si on regarde dans ce cas des accumulateurs, eh bien, il y a beaucoup de technologies qui sont en état de développement. Vous avez ici la technologie lithium-air, dont je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont entendu parler, car celle-ci pourrait vous produire théoriquement des densités d'énergie 10 fois supérieures au lithium-ion. Mais là aussi, il y a encore beaucoup de verrous à lever. Mais de nouveau, pourquoi cette technologie refait surface? Eh bien là aussi, ça provient tout simplement du passage à l'échelle nanométrique. On a pu faire des électrodes avec des catalyseurs supportés par des tissus de carbone permettant
de tout simplement dissocier et l'oxygène et ainsi de suite. Vous avez les technologies au soufre, les technologies sodium-ion qui sont finalement basées sur le même principe que la technologie à lithium-ion, à la seule différence que le sodium est plus gros que le lithium, mais il est beaucoup plus abondant et bon marché. Ensuite, vous avez les technologies sodium haute température, les technologies tout solides, où là, eh bien, elles ont été justement limitées à des couches minces 2D ou 3D. Et aujourd'hui, on essaie de faire des électrodes épaisses qui pourraient marcher en tout solide. Et finalement, un vieux système qui refait surface, ce qu'on appelle les batteries à flux circulant, dans lequel maintenant, vous n'avez pas, comme dans le cas des batteries, des électrodes solides, mais vous avez ce qu'on appelle des électrolytes et anolytes. Tout ça, c'est des solutions qui vont tout simplement passer l'une en face de l'autre pour avoir tout simplement les réactions redox et ainsi de suite. Ce n'est rien d'autre que votre cœur. Vous avez directement deux flux en sens inverse qui vont passer. Mais bien sûr, aucune de ces technologies encore n'a encore atteint l'état de maturation. Et peut-être que le lithium-soufre est le plus près, mais c'est à voir et c'est à démontrer. Donc voilà, si vous voulez, un peu une revue de tous ces matériaux que je voulais mentionner. Alors maintenant, si j'essaie de comparer finalement toutes ces technologies en termes de coût, ainsi de suite, coût par kilowatt, eh bien, je représente ici tout simplement le coût du stockage par cycle avec les différentes technologies dont j'ai mentionné. Vous avez le pompage hydro, vous avez le thermique, le volant d'inertie, les supercondensateurs, redox flow, ainsi de suite. Et vous voyez qu'en ce cas, bien, c'est finalement l'hydro, comme je l'ai mentionné, malgré ces 0,003 Wh par kilogramme, qui est le plus utilisé et encore, il sera le plus utilisé pendant un long moment. Car pour tous ceux qui ont ces applications réseau, ce qui est très important, c'est le coût, mais également sans maintenance. Car vous ne voulez pas directement aller je dirais, remettre en forme vos accumulateurs, ainsi de suite. Alors maintenant, si on regarde le fameux stockage, eh bien, où est-ce qu'on en est? Eh bien, tout d'abord, il faut que vous réalisiez que je vous parle du stockage, mais qu'au jour d'aujourd'hui, on ne stocke qu'à 95%, on ne stocke, excusez-moi, que 5% d'énergie primaire. Et la plupart du stockage, eh bien, c'est du stockage à hydro. Et finalement, voilà ce qui reste pour les volants tournants, pour les batteries, pour le gaz comprimé, pour les fluides et pour ce qui est le thermique. Maintenant, si je passe dans le cas des batteries, eh bien, on stocke aujourd'hui 451 MW qui sont répartis comme indiqué ici. C'est la technologie sodium-soufre, qui est la technologie haute température qui est la plus utilisée, puisqu'on est dans ce cas aux alentours de 200 à 400 MW. Ensuite, vous avez la technologie plomb-acide, nickel-cadmium et lithium-ion, dont on parle beaucoup, est seulement à 45 MW. Pourquoi? Cette technologie est certainement performante, mais elle est très coûteuse. Et pour conquérir ce marché des applications réseau, eh bien, il faudra directement des améliorations au niveau des coûts. Bien sûr, ça c'est les applications réseau. Par contre, si maintenant on regarde les applications portables, eh bien là, effectivement, la technologie à ion lithium s'est implantée, comme on peut le voir. Et je pourrais dire que c'est la même chose dans le cas du véhicule électrique, où la technologie lithium-ion devient la technologie de choix pour le futur. Maintenant, si je regarde finalement ce qui se passe au niveau des différents sites, et si je compare toutes ces technologies, vous voyez qu'en ce cas, ce transparent est très ramassé. Il y a, vous voyez quand même ici, toujours pareil, le pompage, où dans ce cas, eh bien, je peux avoir directement 1 gigawatt pendant 10 heures. Ensuite, vous voyez directement la technologie sodium-soufre, les thermiques, et ensuite toutes les technologies d'accumulateurs, dont je vous ai mentionné, finalement, tombent plus ou moins à la même valeur, okay, avec les supercaps indiqués ici. Donc, si vous voulez, voilà une comparaison de tout ce que je voulais vous dire sur ces différentes technologies. Alors maintenant, je voudrais passer finalement sur la dernière partie de cet exposé, où je vais maintenant vous mentionner les matériaux pour l'énergie du futur, quelques commentaires. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on a fait, où est-ce qu'on doit aller, et qu'est-ce que sont les pistes intéressantes. Alors, je voudrais faire des commentaires d'abord sur les avantages d'utiliser l'organique vis-à-vis de l'inorganique. Et surtout, qu'est-ce qu'on peut espérer. Et là aussi, il faut être très honnête en disant que les avantages, eh bien, il y a certains avantages au niveau du coût, de l'empreinte de CO2, de la flexibilité d'intégration dans un dispositif. Mais il faut bien réaliser que les performances seront toujours moindres que dans le cas des composés inorganiques. C'est la même chose dans la photovoltaïque. On n'arrivera jamais, et c'est prouvé, avec des molécules organiques à 40%, comme on fait aujourd'hui
avec des cellules hétérojonction, arsenure de gallium, et ainsi de suite. Tout ça, c'est des faits qu'il faut bien prendre en réalité. Le deuxième point important, dans ce contexte où nous vivons aujourd'hui, dans ce contexte de développement durable, eh bien, c'est tout simplement le recyclage. C'est-à-dire que c'est un secteur qui va être voué à une croissance exponentielle. Il va falloir traiter pas seulement les déchets nucléaires, mais il va falloir traiter les matériaux d'électrode, il va falloir traiter les panneaux photovoltaïques, et je pense que là, il y a tout un avenir pour les jeunes chimistes en développant des méthodes, des solutions pour directement récupérer ces matériaux. Car imaginez-vous les quantités, les surfaces de panneaux photovoltaïques qu'il faudra récupérer dans 20 ans. Ensuite, je vous ai bien parlé des nanomatériaux, mais là aussi, il faut être prudent. Définitivement, les nanomatériaux ont conquis le domaine de l'énergie. Je vous ai montré des nanoparticules, des nanoarchitectures, des nanofils, des nanocomposites, des plus quantiques. Alors bien sûr, l'apport des nanomatériaux dans de nombreux domaines, ça a permis de meilleures cinétiques de réaction, de meilleurs mécanismes. Je vous ai montré l'exemple flagrant des nanofils de silicium pour de meilleurs thermoélectriques. Je vous ai montré également les quantum dots, les boîtes quantiques pour les photovoltaïques. Je vous ai montré également le fait d'être passé à l'échelle nanométrique dans le cas des accumulateurs. Mais là aussi, je vais vous mettre en garde. Il ne faut surtout pas faire des nanomatériaux pour la beauté du geste, ce qui se fait trop souvent. D'où je pense que ça ne doit pas prendre le pas sur le design, sur la conception de matériaux massifs, et ainsi de suite. Et une fois que vous avez votre matériau massif, voyons qu'est-ce qu'on peut en faire pour l'application. Qu'est-ce qu'il faut regarder? Qu'est-ce qui devient important et qu'on ne regarde pas assez dans ce domaine? Je pense que ce sont les matériaux bifonctionnels. Il faut jouer sur l'élaboration de particules intelligentes, c'est-à-dire particules cœur-couronne ou particules à gradient, dans lesquelles, dans ce cas, on peut finalement avoir 2 ou 3 propriétés du même matériau. C'est-à-dire que dans ce cas, on peut, dans ce domaine de l'électrode, on peut avoir la capacité par le cœur de la particule et on peut avoir la stabilité thermique ou électrochimique par la surface. Et là aussi, de nouveau, tous ces jeux doivent se mettre en route. Il faut combiner les propriétés redox, propriétés optiques. Par exemple, si on prend pas mal de matériaux pour l'organique, vous avez ces cycles électrochimiques dans lesquels vous avez ces vagues d'oxydoréduction qui sont séparées de 1 ou 2 électronvolts. Ça veut dire qu'en ce cas, eh bien, on peut jouer là-dessus et utiliser ces 2 vagues pour faire des réactions d'oxydation-réduction et de faire des accumulateurs sans lithium. Et là aussi, je pense que c'est un challenge. Il y a également des matériaux qu'on voit dans tous les domaines. Vous prenez le TiO2, c'est des matériaux qu'on utilise dans les accumulateurs, réaction redox. On va l'utiliser directement pour l'électrolyse de l'eau. On va l'utiliser pour les photovoltaïques dans les cellules Grätzel. C'est des matériaux qui ont l'avantage d'avoir plusieurs fonctions. Donc pourquoi pas les réunir et les coupler dans un même système. Donc tout ça pour vous dire eh bien, que c'est la chimie solide, cette science évolue beaucoup. Et au niveau des matériaux, eh bien là où je tiens à insister qu'il y en a toujours des nouveaux matériaux, mais il faut les chercher, ils existent. Et tout simplement, c'est tout simplement d'être plus audacieux et plus imaginatif et laisser les traditions et explorer d'autres routes. Et ce qui est très important, je crois que c'est un changement drastique dans notre domaine, aujourd'hui, c'est l'approche systémique. C'est-à-dire, laissons un peu, ou du moins, gardons-le dans l'esprit, ce tétraèdre, on l'aime bien cristallo, structure, propriété, performance, élaboration, c'est bien directement pour un matériau, mais ce matériau, il va falloir l'intégrer. Et je pense que dans le futur, il faudra passer de ce tétraèdre à ce triangle, qui va être un triangle d'intégration dans lequel vous avez des matériaux individuels avec les interfaces pour application et les systèmes fonctionnels. Et c'est ça dont le futur est fait. D'où quelques exemples. Eh bien, ce que j'insiste, c'est qu'il faut faire de l'intégration. Faire un matériau par lui-même ne sert à rien. Il faut d'abord l'intégrer dans un accumulateur. Et même un accumulateur, vous n'êtes pas au bout de la route, il va falloir directement avoir tout le procédé en chaîne qui va du matériau sur l'application. C'est-à-dire qu'il va falloir connaître le système et dessiner des matériaux pour les applications. D'où c'est la raison pour laquelle, dans ce domaine, eh bien, on voit un renforcement d'une recherche intégrée, et autant au niveau des composants et au niveau du système. Alors, des exemples, je vais vous en montrer 1 ou 2. Que pouvons-nous faire? Je vous ai parlé durant cet exposé de batteries plastiques. On a vu le photovoltaïque organique, c'est exactement la même situation. D'où, dans ce cas, d'ailleurs, on utilise d'un côté l'aluminium et on utilise d'un côté l'aluminium. Tout par conséquent, là aussi il y a des possibilités. Comment pouvons-nous intégrer ces 2 fonctions dans la même boîte? Bien, ça, c'est des recherches
qu'on peut faire, qu'on a lancé, sur lequel on peut essayer de faire ces systèmes solaires en associant à la fois les fonctions de la batterie et celles de la cellule solaire. Et ça, c'est faisable, bien sûr, ça demande de nouveau une recherche intégrée. Ces recherches intégrées, elles sont déjà des réussites dans certains systèmes, et notamment, je vous présenter quelques systèmes hybrides. Ici, je vous présente des batteries piles à combustible, où dans ce cas, bien, vous avez tout simplement un accumulateur avec, dans ce cas, une solution organique, un lysicone, un séparateur, avec de ce côté une solution aqueuse. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va générer de l'hydrogène pour, dans ce cas, bien coupler avec une pile à combustible. Cet hydrogène libéré va alimenter cette pile à combustible. Un autre exemple, qui est assez récent, est tout simplement des batteries iodure-lithium, lithium-2W4, à flux circulant, photorechargeable. Alors celui-là est très intéressant, puisqu'en ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez tout simplement un système dans lequel finalement vous allez avoir 3 connexions, et on va pouvoir directement avoir le système durant la nuit ou durant la journée. On va pouvoir, durant la journée, eh bien, on va pouvoir recharger l'accumulateur, et durant la nuit, vous allez pouvoir le décharger. Et ça, c'est des systèmes qui aujourd'hui, bien sûr, sont encore à l'échelle du laboratoire. Enfin, pour conclure tout ça, eh bien, je pense que pour faire toutes ces recherches, il faut les faire dans le cadre du développement durable. Et ce qui va être essentiel dans le futur, c'est le cycle de vie du matériau. Et pour ce faire, eh bien, un matériau, comme je le répète souvent, eh bien, ce n'est pas tout simplement qu'une composition chimique. C'est un procédé d'élaboration et c'est une fonction. Cette fonction, elle va dépendre de la technologie que je vais démontrer. Si je veux faire du photovoltaïque, dans ce cas, eh bien, on va tout simplement regarder le potentiel de sortie ainsi que le courant et la conversion. Si je veux faire du thermoélectrique, rappelez-vous, cette fonction, c'est le ZT. Okay. D'où chaque technologie a sa fonction. Si je veux faire un matériau d'électrode, bien sûr, c'est le potentiel. Eh bien, dans le cas du développement durable, il va falloir regarder le procédé d'élaboration. Eh bien, pour le coût du matériau, dans le futur, il faudra un effort considérable pour tout simplement descendre à des procédés basse température, c'est-à-dire des méthodes de chimie douce qui marient l'économie des atomes avec l'empreinte minimale en CO2 et voir dans ce cas des approches bio-inspirées, ainsi de suite. Au niveau des matériaux, et au niveau du choix des matériaux, bien dans ce cas, il faudra aller dans le tableau périodique et voir les éléments qui sont les plus abondants et les moins coûteux. Généralement, abondants et moins coûteux, ça va de pair. Et ça, je pense, je ne vais pas aller plus loin là-dedans, puisque je pense que vous allez avoir un excellent exposé qui va vous montrer directement quels sont les matériaux qu'il faudra utiliser dans le futur, où on a de chances de trouver des bons composés, ainsi de suite. Et je vous termine ici en vous remerciant pour votre attention.